Imaginez une salle de marché à New York, un mardi comme les autres. Les écrans clignotent, les traders attendent le résultat d'une adjudication de dette américaine. Une opération qu'ils ont vue se dérouler des milliers de fois, sans y prêter la moindre attention. Cette fois, personne ne lève la voix, personne ne crie. Les téléphones ne sonnent pas frénétiquement comme d'habitude. Il y a juste un silence. Un silence qui s'étire, qui devient presque physique, presque palpable, jusqu'à ce qu'un chiffre apparaisse sur les terminaux Bloomberg. 119 milliards de dollars d'obligations du Trésor américain. Et une demande étrangement faible. Pas d'effondrement spectaculaire, pas de crack retentissant, juste ce vide inhabituel, là où, pendant des décennies, il y avait toujours eu une foule d'acheteurs prêts à se ruer sur la dette la plus sûre du monde. Et c'est précisément ce vide qui devrait nous inquiéter bien plus qu'un simple crash boursier. Parce qu'un crack, on sait le lire, on sait le chiffrer, le commenter, l'expliquer en 3 phrases dans un journal télévisé. Mais un silence, un désintérêt poli et généralisé, pour ce qui était censé être la valeur refuge absolue de la planète, cela ne s'explique pas aussi facilement. Cela ressemble à autre chose. À un verdict rendu sans un mot, à une défiance qui ne s'exprime plus par des cris mais par une absence. Et dans le monde de la finance internationale, l'absence est parfois plus terrifiante que la panique. Pendant des générations, le mécanisme paraissait presque immuable, presque naturel, gravé dans le marbre de l'ordre économique mondial. Washington empruntait. Le reste du monde achetait. Chaque nouvelle émission d'obligations américaines était une sorte de rituel de confiance renouvelée. Un vote silencieux qui disait « Oui, l'Amérique reste le centre de gravité. Oui, le dollar reste la monnaie autour de laquelle tout s'organise. » Les banques centrales du Japon, de la Chine, du Golfe, d'Europe empilaient les bons du Trésor comme on empile des lingots d'or dans un coffre, persuadés qu'il s'agissait de l'actif le plus sûr, jamais inventé par l'histoire financière humaine. Ce jour-là, quelque chose s'est fissuré dans ce récit. Et ce n'est pas un accident isolé. La Chine réduit méthodiquement sa part d'actifs américains depuis plusieurs trimestres, réorientant ses réserves vers l'or physique et vers des projets d'infrastructures internes destinés à renforcer sa propre autonomie financière. Le Japon, de son côté, se bat sur un tout autre front. Il doit défendre le yen, une monnaie sous pression constante, et n'a plus les moyens d'être l'acheteur inconditionnel qu'il a longtemps été. L'Europe, elle, regarde ailleurs, empêtrée dans sa propre crise énergétique et dans une dette qui grimpe dangereusement dans plusieurs capitales du continent. Et même les investisseurs américains, ceux qui devraient être les plus fidèles, commencent prudemment à diversifier leur portefeuille. Ce n'est pas une fuite organisée. C'est quelque chose de plus insidieux, un éloignement discret, presque silencieux, comme si tout le monde retirait sa main d'un objet qu'on croyait brûlant, sans le dire à voix haute. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se joue, il faut regarder les chiffres bruts, ceux que les responsables politiques préfèrent ne pas trop commenter en public. Le déficit budgétaire américain frôle désormais les 2000 milliards de dollars par an. Les seuls paiements d'intérêts sur la dette ont dépassé les 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire plus que ce que les États-Unis consacrent à leur défense ou à leur système de santé réunis. La dette nationale, elle, s'approche du seuil vertigineux de 38 000 milliards de dollars. Et chaque relèvement, même minime, des taux d'intérêt ajoutent des dizaines de milliards de dollars de coûts supplémentaires, année après année, uniquement pour maintenir le même niveau, sans même parler de progresser. C'est une course où il faut courir de plus en plus vite, simplement pour rester immobile. Et c'est ici que le mécanisme devient réellement vicieux. Pour combler ce déficit colossal, Washington doit emprunter davantage. Pour emprunter davantage, il doit proposer des rendements plus attractifs. Pour proposer des rendements plus attractifs, il doit payer plus d'intérêts. Et payer plus d'intérêts creuse encore le déficit qu'il faudra à nouveau financer par de nouveaux emprunts. La boucle s'est refermée sur elle-même. L'Amérique est en train de devenir l'otage de sa propre machine financière, prisonnière d'un cercle qu'elle a elle-même construit sur des décennies d'insouciance budgétaire. Derrière ces pourcentages abstraits, il y a des visages, des familles, des vies concrètes. Quand le rendement des obligations du Trésor grimpe, les taux hypothécaires suivent presque instantanément. Des millions d'Américains qui rêvaient d'acheter une maison voient leur mensualité gonfler de plusieurs centaines de dollars du jour au lendemain. Les petites entreprises perdent l'accès au crédit bon marché qui leur permettait autrefois de se développer. Les villes et les États repoussent des projets d'infrastructure entiers parce que financer une nouvelle école ou un pont coûte désormais bien plus cher qu'il y a 2 ans. C'est un effet domino qui part de Wall Street et qui finit dans le portefeuille d'un ouvrier de l'Ohio ou d'un enseignant du Texas. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment derrière ces chiffres, abonnez-vous et laissez un like, parce que ce que nous allons voir ensuite change complètement la lecture de cette histoire.
Car la vraie question n'est pas de savoir pourquoi cette adjudication précise s'est mal passée. La vraie question est de savoir ce qui se passe si ce phénomène se répète, semaine après semaine, mois après mois. Le marché obligataire américain n'est pas un simple tableau de chiffres qui défile sur un écran de trading. C'est littéralement le système nerveux central de l'économie mondiale. Quand les taux à 30 ans grimpent aux États-Unis, c'est toute la planète financière qui ressent la secousse. Le crédit automobile en Allemagne, les prêts étudiants en Corée du Sud, les emprunts d'entreprise au Brésil, tout est indexé, d'une manière ou d'une autre, sur ce que fait la dette américaine. Et la Réserve fédérale, elle, se retrouve piégée dans un dilemme presque impossible à résoudre. Si elle recommence à racheter massivement de la dette pour soutenir le marché, elle risque de relancer une spirale inflationniste que les Américains ont mis des années à maîtriser. Si elle reste les bras croisés, elle laisse le marché obligataire livré à lui-même, exposé, fragile, vulnérable à la moindre secousse de confiance. Jerome Powell et son comité marchent littéralement sur une corde raide, et chaque mot prononcé lors d'une conférence de presse est désormais scruté comme un signal vital, presque comme un battement de cœur qu'on surveille sur un moniteur d'hôpital. Et pendant que Washington hésite, le reste du monde, lui, avance. Les pays du groupe des BRICS discutent ouvertement de systèmes de règlement alternatifs, cherchant à réduire leur dépendance au dollar dans les transactions internationales. La Chine renforce son marché de capitaux internes pour attirer davantage d'épargne domestique vers ses propres obligations plutôt que vers celles de Washington. L'Arabie saoudite, pilier historique du pétrodollar depuis les années 70, négocie discrètement des accords pétroliers qui ne passent plus systématiquement par le billet vert. Aucune de ces initiatives, prises isolément, ne représente une menace existentielle pour le dollar. Mais ensemble, elles dessinent une trajectoire, un vecteur, une direction claire. Celle d'un monde qui cherche activement des alternatives. Sur les marchés, on appelle désormais cela la prime de méfiance. Un supplément de rendement que les investisseurs exigent, non pas à cause de l'inflation seule, mais parce qu'ils veulent être compensés pour un risque nouveau, celui que l'Amérique ne soit plus tout à fait aussi toute puissante qu'elle le prétend. Il y a encore quelques années, le monde payait, en quelque sorte, pour la sécurité américaine. Aujourd'hui, il commence à exiger une compensation pour l'instabilité américaine. Le renversement de perspective est total, et il s'est produit en silence, sans annonce officielle, sans conférence de presse dramatique. Certaines des plus grandes banques mondiales ont déjà commencé à modifier discrètement leurs stratégies internes. Une partie de leurs capitaux glisse désormais vers les obligations asiatiques, vers les titres d'entreprises européennes jugées solides, vers l'or physique, vers les contrats de matières premières. Ce n'est pas une fuite panique, ce n'est pas un exode organisé et médiatisé. C'est une préparation, discrète et méthodique, à un ordre mondial différent, où les États-Unis ne seraient plus le centre de gravité absolu, mais simplement l'un des acteurs majeurs, certes puissants, mais plus incontestés. Et si cette version se confirme, les implications dépassent largement la sphère financière. Cela pourrait signifier une redistribution progressive du pouvoir géopolitique lui-même, car depuis 1945, la domination du dollar n'a jamais été seulement une affaire de monnaie. Elle a toujours été un instrument de puissance, un levier diplomatique, un outil de sanction capable de paralyser des économies entières d'un simple trait de plume à Washington. Si cet outil s'émousse, c'est toute l'architecture du pouvoir américain dans le monde qui pourrait vaciller avec lui. Il faut aussi regarder du côté de la Russie et de la Chine, qui augmentent méthodiquement leurs réserves d'or depuis plusieurs années, un signal qui ne trompe pas dans le monde feutré des banques centrales. L'Inde, elle, mise de plus en plus sur ses propres obligations souveraines pour financer sa croissance, sans dépendre excessivement des capitaux étrangers libellés en dollars. Les fonds souverains du Golfe redirigent une partie croissante de leurs actifs vers des projets liés aux matières premières et vers les plateformes numériques émergentes. Prises séparément, ces décisions semblent anodines, presque techniques. Mises bout à bout, elles ressemblent furieusement à un vote de défiance collectif, silencieux mais coordonné, envers le modèle financier centré sur le dollar qui a régi le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il n'est pas exclu que nous assistions au tout début de ce que certains économistes appellent déjà, à voix basse, dans les couloirs feutrés de Davos ou de Bâle, l'ère post-dollar. Une hypothèse encore prudente, encore académique pour beaucoup, mais qui gagne du terrain à mesure que les adjudications de dette américaines deviennent, adjudication après adjudication, un véritable examen de passage plutôt qu'une formalité de routine. Et le plus troublant dans tout cela, ce n'est même pas la mécanique financière en elle-même, c'est l'ambiance, l'état d'esprit qui s'est installé. À Wall Street, on ne parle même plus de panique ou de peur, on parle de lassitude.
Une fatigue diffuse envers les promesses politiques américaines, sans cesse renouvelées et jamais tenues, envers le théâtre récurrent du plafond de la dette au Congrès, envers ces tempêtes politiques qui, à chaque fois, menacent de paralyser le gouvernement fédéral pour finalement se résoudre in extremis, dans la douleur, sans jamais résoudre le problème de fond. Chaque nouvelle crise de confiance ressemble à une fissure supplémentaire dans un édifice qui, pendant des décennies, semblait taillé dans le roc. Et si autrefois la réserve fédérale se tenait toujours derrière, prête à imprimer des billions de dollars pour éteindre n'importe quel incendie financier, ses mains sont aujourd'hui bien plus liées qu'on ne le pense. Toute intervention massive risque de raviver l'inflation. Toute inaction risque d'aggraver la crise de confiance. L'Amérique se retrouve coincée entre deux feux, entre un passé où les dollars s'achetaient presque automatiquement, sans réflexion, et un futur où chaque dollar émis devra désormais se justifier, se mériter, convaincre. Pensez un instant à ce qui se passerait si ce silence venait à s'installer durablement. Si la Chine continuait, mois après mois, à réduire ses positions en dette américaine, si le Japon se concentrait entièrement, sans plus aucune marge de manœuvre, sur le sauvetage de sa propre monnaie, si l'Europe choisissait de développer ses propres instruments de dette communautaire, plutôt que de continuer à financer indirectement le déficit américain, qui resterait alors pour acheter la dette des États-Unis? Qui accepterait encore de payer le prix de ce qui est en train de devenir le symbole d'une fatigue systémique, celle d'une époque entière construite sur l'endettement perpétuel? Écrivez en commentaire où, selon vous, cela va mener. Et abonnez-vous, à partir d'ici, ça ne fait que devenir plus sérieux. Car il faut bien comprendre une chose, ce qui s'est passé lors de cette adjudication ratée n'est pas un simple accident statistique noyé dans les rapports financiers trimestriels. C'est un miroir tendu vers une nouvelle géopolitique en formation. Le marché de la dette souveraine américaine n'est pas qu'une colonne de chiffres sur un terminal Bloomberg, c'est littéralement le système circulatoire de toute l'économie planétaire. Quand les taux à 30 ans montent aux États-Unis, tout devient plus cher, partout. Les prêts immobiliers, les crédits automobiles, les emprunts des hôpitaux, des universités, des collectivités locales, à Chicago comme à Séoul, à Berlin comme à Sao Paulo. Et quand l'une des plus grandes économies du monde se retrouve contrainte de payer une prime toujours plus élevée, simplement pour emprunter de l'argent, ce n'est pas un simple accroc conjoncturel. C'est le symptôme d'une usure systémique bien plus profonde, celle d'une architecture financière construite pour un monde qui, peu à peu, cesse d'exister sous nos yeux. Il faut aussi regarder ce que cela signifie concrètement pour les ménages américains eux-mêmes, car la fracture n'épargne personne à l'intérieur du pays. La croissance économique se poursuit, certes, mais elle devient de plus en plus inégale. Les plus fortunés continuent de s'enrichir grâce aux marchés actions, tandis que la classe moyenne s'enfonce dans un endettement de plus en plus difficile à gérer. Les taux hypothécaires flirtent avec les 8%, les crédits automobiles grimpent, et certaines cartes de crédit affichent désormais des taux d'intérêt qui frôlent les 20%. C'est une nouvelle réalité économique, née directement de cette même dépendance au crédit qui a nourri l'État fédéral pendant des décennies, et qui, aujourd'hui, se retourne contre les citoyens ordinaires. Alors une question mérite d'être posée franchement. Que se passerait-il si la prochaine grande série d'obligations le trouvait, elle aussi, pas suffisamment d'acheteurs? Que se passerait-il si les plus grands fonds d'investissement mondiaux décidaient de réduire leur exposition aux actifs libellés en dollars, ne serait-ce que de 10%? Washington pourrait-il maintenir le contrôle sans recourir, une fois de plus, à la planche à billets? Et si l'on recommençait à imprimer massivement, ne risquerait-on pas de raviver cette spirale inflationniste dont le monde vient tout juste, difficilement, de sortir? Ces questions résonnent aujourd'hui dans les ministères des Finances et les conseils d'administration du monde entier, de Londres à Singapour, de Francfort à Tokyo. Le dollar, autrefois symbole absolu de puissance et de stabilité inébranlable, est en train de devenir, paradoxalement, un instrument porteur d'incertitude. Personne ne sait exactement où se situe la limite de la confiance. L'Amérique peut sans doute encore emprunter, encore payer plus cher pour attirer des capitaux, mais pas indéfiniment. Parce que chaque nouvelle vente de dette est, d'une certaine manière, un vote silencieux sur l'avenir. Et de plus en plus de pays, semble-t-il, choisissent de voter par leur silence, par leur absence, par leur retrait progressif et méthodique. L'histoire nous enseigne quelque chose de troublant sur la chute des grandes puissances. Elles ne s'effondrent presque jamais parce qu'elles deviennent pauvres. Elles s'effondrent quand elles perdent la foi en leur propre infaillibilité, quand ceux qui les entourent cessent de croire à leur invincibilité. Rome n'est pas tombée en un jour. L'Empire britannique n'a pas perdu sa livre sterling comme monnaie de référence mondiale à cause d'un seul événement spectaculaire, mais à travers une lente accumulation de doutes, de dettes, de guerres coûteuses et de promesses non tenues. Jusqu'à ce que le monde, un jour, décide simplement de regarder ailleurs.
Et c'est peut-être exactement ce qui commence à se produire aujourd'hui. Pas un effondrement brutal, pas un krach retentissant qui ferait la une de tous les journaux du monde entier, mais quelque chose de plus lent, de plus insidieux, de plus difficile à combattre justement parce qu'on ne peut pas vraiment le pointer du doigt. La lassitude. La fatigue d'un monde qui, tout simplement, cesse peu à peu de participer à un jeu qu'il juge de plus en plus déséquilibré. Pas de panique généralisée, pas de vente massive et paniquée, juste un désintérêt qui grandit, adjudication après adjudication, jusqu'au jour où il faudra bien chercher d'autres centres de gravité, d'autres monnaies de référence, d'autres mécanismes de confiance internationale. Car les marchés financiers, au fond, ne fonctionnent pas uniquement selon une logique mathématique froide. Ils fonctionnent aussi, et peut-être surtout, sur la croyance. Et quand la croyance s'évapore, aucun montant de billions de dollars, aucun taux d'intérêt aussi généreux soit-il, ne peut vraiment la faire revenir du jour au lendemain. L'Amérique s'est longtemps comportée comme l'ancre du système financier mondial. Aujourd'hui, elle ressemble de plus en plus à un navire qui ne tient encore debout que grâce au souvenir de sa propre grandeur passée. Un souvenir puissant, certes, mais un souvenir tout de même. Posez-vous honnêtement la question suivante. Que se passera-t-il si cette ancre venait un jour à céder? Si ceux qui, pendant des décennies, considéraient le dollar comme une évidence intouchable, commençaient sérieusement à chercher une alternative crédible? À quelle vitesse pourrait s'effondrer ce qui, hier encore, semblait éternel et gravé dans le marbre de l'histoire économique mondiale? Il n'est pas impossible que le monde s'y prépare déjà, discrètement, sans le proclamer à voix haute, exactement comme cette adjudication silencieuse qui n'a pas trouvé suffisamment d'acheteurs. Il ne faut pas non plus sous-estimer la capacité historique de l'Amérique à se réinventer. Elle a déjà traversé la Grande Dépression, les chocs pétroliers des années 70, la crise financière de 2008, et à chaque fois, elle a trouvé les ressources, parfois douloureuses, pour redémarrer sa machine économique. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si elle peut encore le faire, alors que le monde lui-même a changé de manière beaucoup plus profonde, alors que les alternatives crédibles au dollar, aussi imparfaites soient-elles encore, commencent réellement à exister pour la première fois depuis près d'un siècle. Pendant ce temps, à Washington, les débats politiques continuent, presque irréels dans leur déconnexion avec l'urgence de la situation. Certains réclament de nouvelles taxes sur les plus riches, d'autres exigent des coupes drastiques dans les dépenses publiques, mais personne, absolument personne, n'ose prononcer la phrase qui dérange vraiment. On ne peut pas construire indéfiniment l'avenir d'une nation sur une dette qui ne cesse de croître. Ce modèle a fait son temps. Et plus l'Amérique tardera à l'admettre publiquement, plus le prix à payer sera lourd, non seulement pour elle-même, mais pour l'ensemble du système financier mondial qui reste, encore aujourd'hui, largement bâti autour d'elle. Alors la vraie question n'est peut-être plus de savoir si les États-Unis vont un jour faire défaut sur leurs dettes, un scénario que peu d'analystes sérieux considèrent réellement plausible à court terme. La vraie question, la plus inquiétante, est de savoir combien de temps encore le monde acceptera de payer le prix toujours plus élevé de la confiance américaine avant de décider, collectivement, silencieusement, adjudication après adjudication, qu'il existe désormais d'autres endroits où placer cette confiance. Et si cette bascule venait à s'accélérer dans les mois qui viennent, personne aujourd'hui, ni à Washington, ni à Pékin, ni à Bruxelles, ne peut vraiment prédire ce que deviendrait le monde financier tel que nous le connaissons.